Dans un Wimbledon où les têtes de série tombent comme des petits pains, lui est toujours là, évidemment, celui qu'on attend le plus sur cette surface. Carlos Alcaraz est toujours là et même s'il a souffert, il sera au rendez-vous de la deuxième semaine. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Au programme du jour, on parlera de la nouvelle deuxième semaine de Carlos Alcaraz, de Joao Fonseca qui nous quitte après un très bon match face à Jarry. Jarry, un peu le méchant du film sur ce match. On parlera aussi du fait qu'il n'y ait plus un seul Français à Wimbledon, hommes et femmes compris. Plus un Français déjà, c'est fini. Malheureusement, alors qu'on avait quand même eu un très très beau début de tournoi pour les Français, ça s'est arrêté là, bam, direct, d'un coup aujourd'hui, plus rien. Donc on va commencer avec Carlos Alcaraz, qui a souffert, qui est encore un peu en rodage, je trouve, face à Jan Lennart, je trouve, qui n'est pas un joueur qu'il aime bien jouer. Il a souvent du mal face à ce joueur-là, qui est un type de joueur qui lui rentre dedans, qui lui laisse pas le temps de s'installer, qui est assez imprévisible, qui voilà, peut faire des services volés, peut lui balancer des sacoches en coup droit, même en revers aussi, qui est capable voilà, de faire des choses exceptionnelles comme des choses très mauvaises, comme ça voler à 4-4 avantage en quatrième set. Mais on avait un début de match où je trouve était clairement pas dedans et Alcaraz était dedans. Et au tout début du match, on se retrouve à 6-1, 2-1 break pour Alcaraz et on se dit ça va être une... Comment dire, ça va être super simple pour lui, il va faire un super match, il va lui mettre, peut-être comme face à Tony Paul, peut-être lui mettre 6-1, 6-1, 6-3 et voilà, monter en puissance. Et au final, on a un Jan Lennart, je trouve, qui s'est mis lui à monter en puissance sur ce match. Un Alcaraz qui, voilà, on le sent encore un petit peu en rodage par moment. C'est un peu compliqué parce que le quatrième set, alors le troisième, il le gagne. Il a totalement, voilà, c'est totalement normal qu'il le gagne. Le quatrième, honnêtement, c'est je trouve qu'il se procure en premier la première occasion de break. Il le fait pas. Derrière, il a 0,30 Alcaraz sur son jeu à 4-3. Juste avant qu'il break, je trouve, il a 0,30 sur ce jeu-là. Et il nous sort des points de dingue à la Carlitos, quoi. Dans ces moments un petit peu où il est en danger, il a réussi un petit peu à réaccélérer. Et ça, c'est quand même la marque des très très grands et la marque de Carlos Alcaraz. Et puis sur le jeu à 4 partout, où je trouve se fait breaker, il mène 40-15. Il fait 2 doubles dans ce jeu. Il a surtout une volée claqué, qui doit claquer, qui claque dans le stylo, il a claqué dans le cours, et s'il la claque dans le cours, il est 5-4, alors c'est facile à dire à ce moment-là, mais c'est une volée honnêtement, vu toutes les volées qu'il a mis, celle-là, c'était pas la plus dure, c'était même l'une des plus simples, et il l'a complètement raté, et Alcaraz, première occasion, lui, il saisit l'occasion, il y va, et il break, et derrière, il fait un jeu blanc pour tranquillement terminer, mais donc voilà, c'est un Alcaraz qui est pas étincelant, qui voilà, qui a quand même perdu 3-7 sur ses 3 premiers tours, c'est quand même pas rien, c'est quand même, faut quand même le signaler, surtout face à Fognini où il est poussé en 5-7, là face à Struff il est quand même pas loin qu'on se le dise d'être poussé en 5-7, même si le match a été quand même assez rapide, et ça c'est bien pour lui, en 2h30 en termes de match ça va, c'est tranquille, il a quand même failli être poussé en 5-7, donc attention. Mais au vu de toutes les surprises qu'on a, on peut aussi voir le verre à moitié plein et se dire que Carlos Alcaraz est au rendez-vous des huitièmes de finale. Honnêtement, je ne sais pas si vous avez vu le tableau de Carlos Alcaraz, mais franchement, c'est un tableau qui est très 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 ouvert. Prochain tour, c'est Roublev. On sait que Roublev, il a souvent, voire tout le temps, un plafond de verre contre ce type de joueur-là. Donc, est-ce que Roublev peut vraiment déranger Carlos Alcaraz? J'y crois pas. Ensuite, en quart de finale, potentiellement, on aurait Nicolas Jarry ou Cameron Norrie. Est-ce que Nicolas Jarry ou Cameron Norrie peut aller chercher Carlos Alcaraz? Un Jarry Prime qui nous fait un match à la Schtroumpf et vraiment il met tout dedans et il est incroyable, peut-être, mais je dis voilà, il faut y croire. Et puis un Cameron Norrie, franchement, j'y crois pas, mais si Norrie a déjà battu Carlos Alcaraz, hein, c'était à Rio, il l'a déjà fait. Je crois quand même qu'il est peut-être déjà fait à Cincinnati. Il a peut-être battu 2 fois déjà Alcaraz, mais voilà, honnêtement, je vois pas Alcaraz. Et puis son plus grand danger serait Taylor Fritz, qui est le joueur le mieux classé, qui reste dans sa partie de tableau. Mais Taylor Fritz, pareil, il a eu un début de tournoi qui est très compliqué. Il fait 5-7 contre Mpetshi Pericard et il doit sortir clairement. Si Mpetshi Pericard se loupe pas à 5-2, ça risque à suivre dans le tie-break du quatrième. Il est dehors, Taylor Fritz. Ensuite, contre Diallo, il est pas loin aussi de perdre ce match. Là, face à Davidovich Fokina, il pouvait se donner le match, enfin se faire un match un peu tranquille en gagnant 3-7. Il se fait remonter et il gagne seulement en 4-7, donc il perd un peu de temps aussi physiquement. Donc Fritz, pareil, s'il arrive en demi-finale, dans quel état il va arriver? Et surtout, s'il se retrouve face à cet Alcaraz, qui en plus, on le sait, va monter en puissance. Franchement, ça va être très compliqué. Vraiment, je trouve qu'Alcaraz, déjà, quand on avait vu le tableau de bas, j'avais dit qu'il avait quand même un boulevard pour aller en finale. Et là, en plus, toutes les grosses têtes d'affiche dans sa partie de tableau ont perdu. Alors, il reste encore Taylor Fritz. Taylor Fritz qui a été à 2 points de la défaite. Donc, franchement,
Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut battre Alcaraz dans sa partie de tableau, je dis bien. Dans l'autre partie de tableau, c'est autre chose, avec Djokovic, avec Sinner, c'est autre chose. Mais dans sa partie de tableau, je ne vois pas qui peut battre Alcaraz. Dites-moi vous, si vous voyez un joueur qui peut battre Alcaraz. Honnêtement, pour le moment, j'ai du mal à en voir un. J'en vois même pas en fait battre Alcaraz. Et même s'il se met un petit peu en danger sur des matchs, il va quand même réussir à s'en sortir parce que son niveau moyen est tellement au-dessus de tous les autres joueurs qu'il va toujours être au-dessus quoi qu'il arrive. Un moment, il faudrait vraiment qu'on a un Alcaraz à 50% et l'autre à 100% de ses capacités. Et ça peut arriver sur un grand chelem si Alcaraz est malade sur un match, quelque chose comme ça. Si Alcaraz est un peu moins bien, se sent moins bien, tape moins bien la balle, ça peut arriver. Mais la probabilité est quand même très faible et Alcaraz a de grandes chances d'aller en finale. Dites-moi vous ce que vous en pensez. On a eu Joao Fonseca qui nous a quand même fait rêver sur ce tournoi et qui malheureusement ça s'est arrêté face au qualifié Nicolas Jarry qui a décidé de j'allais dire rejouer au tennis, non, mais de revenir à un très très bon niveau parce que là Jarry franchement il est revenu à un très très bon niveau. Fonseca, c'est dommage, j'aurais bien aimé le voir convertir une des 3 balles de break qu'il a eu dans le jeu quand il a 0,40 dans le jeu à 4 partout, sachant qu'il avait déjà 3 balles de break le jeu d'avant à 3 partout. Il a eu 6 balles de break dans le 4e set sans en convertir une seule. Évidemment, ça fait mal. Et puis le tie-break, pareil, il mène 4-2 avant de perdre les 5 points consécutifs derrière. Donc c'est encore un petit peu... Ça lui fait de l'expérience. Voilà, ça lui fait de l'expérience. Il fait un nouveau 3e tour en Grand Chelem, c'est très bien. Il perd face à un très bon Jarry qui, mine de rien, a un excellent niveau. Qui vraiment, sur ce tournoi, il est on fire. Il a vraiment envie d'être... très très bon. Donc on a un Fonseca qui apprend, c'est normal qu'il perde des matchs, c'est logique, il ne faut pas l'enterrer tout de suite, ça c'est toujours ce qu'on a tendance à faire, c'est direct l'enterrer dès qu'il perd un match. Non, c'est normal, c'est même normal qu'il perde un match. Là voilà, il perd au 3e tour, il y a une petite pointe de déception parce que j'aurais aimé le voir aller pour la première fois de sa carrière en 2e semaine, sachant qu'en plus c'est Cameron Norrie au prochain tour. Il y avait la place quand même pour Fonseca pour peut-être rêver d'un quart face à Alcaraz. Mais voilà, il va apprendre. Et puis le match face à Alcaraz, si sa progression continue à être constante, et le match face à Alcaraz, on l'aura bien un jour, ça c'est sûr. Donc voilà, faut pas s'inquiéter pour Fonseca. Et franchement, voilà, très bon tournoi pour moi. Et ça a été quand même une belle note de ce tournoi. Et c'est un joueur en plus qui donne envie de voir, qui nous donne envie qu'on le voit jouer parce que le public est à fond derrière lui, c'est dingue. Il y a vraiment une ambiance quand il joue, c'est complètement fou. Par contre, l'ambiance est un peu sombre pour les Français aujourd'hui parce qu'on a eu une journée noire clairement pour les Français. Gaël Monfils, ça a commencé avec Gaël Monfils qui lui terminait son 2e tour. Alors Gaël Monfils aurait dû gagner ce match hier quand il sert pour le match face à Fucsovics dans le 4e. La pause au final l'a avantagé parce que physiquement, je pense qu'il aurait perdu le 5e set aussi hier soir. Et malheureusement, Fucsovics a breaké Monfils très tôt. Et voilà, Monfils n'a jamais réussi, Gaël n'a jamais réussi à revenir. Et donc c'est terrible pour Gaël Monfils qui avait déjà, mais je trouve déjà le fait qu'il passe un tour exceptionnel. Voilà, Monfils qui batte Hugo Humbert, je ne le croyais absolument pas. Et je trouve que c'est une performance majuscule pour lui, autant que dramatique pour Hugo Humbert, qui franchement, vu les ambitions qu'il a, il ne peut pas perdre face à Gaël Monfils. Mais voilà, pour Gaël Monfils, c'est déjà très très bien. Et encore une fois, il nous fait rêver sur un court de tennis. Il se fait rêver lui aussi, il kiffe être sur le terrain, c'est ça qui compte. Et pour Gaël Monfils, honnêtement, j'en veux même pas de perdre parce qu'il a 38 ans, c'est pas à lui normalement de porter le drapeau français tout en haut du classement mondial parce que voilà, maintenant c'est à lui de passer le flambeau. On a eu la petite déception pour moi, c'est Diane Parry qui franchement m'avait impressionné sur les 2 premiers tours. J'attendais vraiment beaucoup de Diane Parry. J'avais même des espoirs un petit peu, un petit rêve qu'elle nous fasse un peu une boisson. Alors pas aller en demi-finale, mais aller en 8e, en quart de finale, nous faire rêver. Et je trouve qu'on est quand même bien redescendu sur terre. Alors, on est sur gazon, on est quand même bien redescendu sur terre. Ça prend 4-2 contre Kartal. Et surtout, elle mène 4-2 dans le premier set. Et derrière, il n'y a plus rien. Clairement, il n'y a plus rien. Et je trouve ça terrible. Voilà, elle perd 1h22. Enfin... C'est dommage, clairement c'est dommage parce qu'il y a quand même la place. Diane Parry avait fait un super début de tournoi, elle avait battu Diana Schneider le tour d'avant, elle l'avait même laminé avec ses chips et tout. Et là, on a senti que c'était peut-être la pression d'aller en 2e semaine. Ça joue forcément, mais petite déception. Pas de déception aussi pour Manarino, clairement. C'est assez logique, voilà un set où il a tenu Roublev avant de souffrir et on voit que Roublev c'est un joueur en puissance qui gêne Manarino parce qu'il a du mal à jouer ce type de joueur, il l'a dit, alors j'avais du mal un petit peu à le jouer mais pas de regret pour Manarino, au contraire c'est vraiment très très bien de l'avoir vu au 3e tour. Manarino qui avait disparu du grand circuit dernièrement, qui n'est plus un match et qui là sort des qualifs, il gagne des matchs, voilà, retrouve la joie de vivre sur gazon et même s'il perd face à Roublev,
Voilà, même si Roublev il est pas en confiance, ça reste quand même Andrei Roublev, ça reste un top 15, donc voilà, un top 20 plutôt. On va pas non plus dire ah, Mannarino il aurait dû gagner. Non, franchement, c'est logique que Mannarino perde. Et puis là, par contre, il y a vraiment une petite déception. C'est Marczak qui bat Rinderknecht. Rinderknecht qui a eu balle de 7 dans le deuxième, balle de 7 dans le troisième. Ça a pas tourné, la pièce n'a pas été dans son sens aujourd'hui. Et ouais, le fait de jouer 5 jours de suite aussi, et ça c'est merci la programmation, le fait d'avoir eu le couvre-feu lundi qui fait que l'obligé de terminer son match face à Zverev mardi, le fait qu'il n'ait pas pu finir à cause de la luminosité contre Garin mercredi fait qu'il rejoue jeudi, et puis là aujourd'hui c'était peut-être la journée de trop, et c'est dommage parce que Rinderknecht c'était le français quand même qui, voilà, on avait quand même de grosses attentes après ce qu'il avait fait face à Zverev. Il avait en plus réussi à se libérer le tableau, parce qu'en battant la tête de série 3, forcément tu te libères le tableau. Mais voilà, petite pointe, honnêtement, il y a une petite pointe de déception sur Rinderknecht parce que quand on voit le tableau, Marczak, on se dit, ouais, franchement, il y avait la place. Franchement, il y avait la place et c'est dommage. Est-ce qu'une telle occasion d'aller en deuxième semaine, voire même d'aller en quart de finale pour Rinderknecht se représentera? Je ne sais pas. Et toutes les occasions sont bonnes à prendre et c'est ça qui est important à faire. Et il y a une petite déception sur Rinderknecht. Honnêtement, il y a une petite déception parce que, voilà, honnêtement, mon fils, Mannarino, je leur en veux pas parce que franchement, déjà, le parcours qu'ils font, c'est déjà bien. Diane Paris, petite déception. Rinderknecht, petite déception. Dites-moi vous, est-ce que voilà, pour les Français, quelles sont vos déceptions? Mais quand même Hugo Humbert aussi, qui est une énorme déception pour les Français. Et au final, sans cet éclairci Loïs Boisson à Roland-Garros, on a le même résultat qu'à Wimbledon. Au final, pas de Français en deuxième semaine. Et mine de rien, c'est assez logique. On n'avait qu'un seul Français tête de série. C'est dommage, mais c'est comme ça. L'Open d'Australie, c'était un peu mieux. On a gagné mon fils et en huitième de finale et Hugo Humbert. C'était déjà un peu mieux. Là, on est revenu un petit peu dans nos travers et ça montre à quel point les Gasquet, Simon, mon fils, Tsonga, dès qu'ils allaient en huitième, en quart de finale, on leur tombait dessus. Mais eux, ils allaient toujours en deuxième semaine quasiment et on a banalisé ça. Et maintenant, quand on a un Français qui va en deuxième semaine, c'est un peu avoir du caviar. C'est un peu quelque chose d'exceptionnel. Dites-moi, vous, ce que vous avez pensé de cette journée à Roland-Garros, à Wimbledon. Dites-moi, on est encore à Wimbledon. Hein. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette journée. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. De plus en plus nombreux, je vous remercie du fond du cœur. On continuera. Et évidemment, on se retrouve demain pour les vidéos sur Wimbledon pour la suite et la fin des troisièmes tours. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.